Salut Lorenzo. Alors le générique ne se lance pas. Voilà. Petit et but. Oh chute. Une grosse chute ici à droite de la route. Ouh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un grand, comme un Allez, champion il peut, du vas-y, monde. allez. Il va le faire, il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Bouillardon, c'est plus sur deux. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. On veut le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sport 39. Un programme toujours aussi dense, hein, comme tous les lundis, avec l'actu du week-end, du sport jurassien. Et on va faire un focus ce soir sur trois disciplines, le basket, le football et le handball pour conclure, parce que le handball c'était la première journée du championnat. Et on va débuter donc du coup par le basket avec notre premier invité. Je ne sais pas s'il est encore arrivé. En tout cas, je vois que vous êtes nombreux et nombreuses. Je vois Alexis Beauchamp. Ça m'intéresse parce que on va parler de ce derby entre Montmoreau et Poligny. Il y a beaucoup de choses à dire avec notre invité du soir. Alors, je vais voir si notre ami Kevin Mouchy est arrivé. Il n'est pas encore arrivé, donc on va attendre. En tout cas, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poser sur le média. Avant qu'il arrive, on va faire un petit retour sur les résultats du week-end. En National 2, avec la défaite de l'AL Lens face à Charleville-Mézières 73-77. Une douche froide d'ailleurs. Je salue Valentine. Poligny s'est fait voler. Bah justement, on va en parler de ce vol avec Kevin. Il doit arriver, hein. On avait dit moins le quart. Il devrait pas tarder à être là. Les filles de l'AL Lens ont gagné, elles, 82-68 face à Voiron, donc belle victoire. On va revenir sur la défaite effectivement de Poligny 74-79 face à Montmoreau. Et le dernier résultat, la victoire de Jura Salin à domicile face à Furdenheim 85-67. Alors je salue Lorenzo et Charles aussi, let's go Poligny. En tout cas, bravo à vous pour le soutien. Charles est effectivement beau. Est-ce que vous voulez faire un interne? Alors, un interne, je sais pas ce que veut dire Clémence, mais en tout cas, je vais. Normalement, il devait arriver. Alors c'est pour ça, je suis un peu surpris. Ce que je vais faire, en attendant qu'il arrive, je vais demander à Alexis de rejoindre le live. Alors pour répondre à Clémence, on parlera handball avec l'entraîneur de l'équipe féminine de Lons, William Brocard, tout à l'heure à 19h15 précisément. Alors on va voir si... Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors Comment ça va? c'était pas... très bien, très bien. C'était pas prévu que tu interviennes sur ce live basket, ce petit focus. Mais Pas du tout. étant donné que notre ami Kevin n'est pas encore arrivé, je me dis pourquoi pas avoir un autre acteur de ce week-end basket et qui a brillé d'ailleurs. Mais avant de revenir sur votre match à Poligny, je voulais que tu reviennes avec nous un petit peu sur cette défaite surprise de Lons sur Charleville-Mézières 73-77. Yannick, mon collègue là, du Progrès, qui dit une douche froide. C'était quand même le choc attendu de cette journée. Et, Lons s'est fait surprendre à domicile, quoi. C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu la déception du week-end. Oui, en effet, c'est une surprise, mais faut pas oublier que le championnat il est long, Ouais. qu'avec la Covid, on ne sait pas du tout comment tout ça va se terminer, hein. Moi, je pense que c'est plus un marathon. L'on sera présent. L'objectif reste les playoffs. Donc, perdre un match, ça peut être bénéfique, hein. Ça peut aussi permettre au groupe de se remettre en question et de permettre tout simplement de se remettre au travail, hein, parce qu'ils ont un super groupe. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Moi, je les vois bien dans le top 2 sans souci.
Et puis de toute façon, derrière, en National 2, on veut monter, il faut aller en play-off. Donc c'est anecdotique, finir premier, c'est bien, mais c'est bien juste sur le papier. À la fin, il faut passer les play-offs pour accéder à la National 1. Quand Reny Delard, l'intérieur, réagit à chaud à la fin du match en évoquant qu'ils étaient encore en rodage, le rodage dans un club de basket, dans une équipe, ça prend combien de temps? Parce que alors lui, il indique encore 2-3 matchs pour être à plein régime. Vous, à Montmoreau, le rodage, est-ce qu'on peut dire qu'il est déjà effectué ou comment ça se passe? Non, bah, en plus sur ce que dit Rony, il a raison. Au basket, d'autant plus que c'est un sport avec énormément d'informations à prendre. Le rodage, il est très très long. Moi, je donne en moyenne, c'est pour ça que les coachs essayent de faire un maximum de matchs de préparation. Hein. En moyenne, on est entre 5 et 6 matchs avant, et on sait qu'on commence à être à vitesse de croisière au bout du 4e match. Donc, il faut une dizaine de matchs, je pense, pour être pas trop mal. Nous, au niveau de Montmoreau, on n'a pas eu la chance, entre les problèmes Covid, les problèmes d'effectifs et compagnie, de pouvoir faire autant de matchs de préparation. Donc, nous, clairement, on n'est qu'à notre 3e match de rodage. Donc, il nous en faut encore au moins 2-3 pour commencer à avoir un collectif huilé. Donc, c'est pour ça que je me fais pas trop de soucis pour l'instant. On est encore en train de se chercher. On l'a vu samedi, hein. Avec un match où il y a eu des hauts, des bas, des deux côtés. C'était un match fort intéressant qui malheureusement a été, je pense, terni par des acteurs qui sont censés être facilitateurs du jeu. Ouais. Et qui ne l'ont pas été pour le coup. Et je souligne bien, pour les deux équipes, il n'y a pas eu plus d'un côté que de l'autre. Bien entendu, les deux coachs de chaque côté, je pense qu'on a eu l'impression de se faire avoir sur l'arbitrage. Peut-être plus Poligny avec ce problème de table qui, moi, sur le coup, en fait, ne m'a pas marqué, parce que j'ai même été surpris de voir l'arbitre venir nous voir et nous dire, voilà, on remet tout ça à l'instant T où l'ETM décide et dit que la feuille fait foi au basket. Donc, c'est là où, bon, voilà, il y a une polémique sur le match. Je ne sais pas si tout a été fait dans les règles au niveau de Poligny pour vouloir rejouer ce match. Parce qu'il y a quand même une démarche bien précise à faire. C'est pas juste en allant à la Fédé et en réclamant quelque chose qu'on a quelque chose. Il y a un règlement à respecter. Ouais. Et j'ai pas eu l'impression, en voyant la feuille de match, que ce petit bout de règlement sur la réclamation, elle a été faite. Donc j'espère pour eux qu'ils seront entendus quand même. Mais clairement, samedi, les stars sur le terrain, c'était pas les joueurs. Malheureusement, c'était vraiment pas ça. Il y a Kevin qui vient d'arriver, on va le prendre d'ici 2 minutes, mais ça tombe bien que tu sois là, Alexis. C'est que dans la rencontre quand même, ce qui est écrit par Pierre Vadan, le correspondant du Progrès, et c'est vrai que la rencontre, moi c'est la question que j'allais poser aussi à Kevin. La rencontre, c'est quand même joué entre guillemets, même si dans un match rien n'est fini, mais sur le deuxième quart-temps où là vous avez quand même creusé l'écart avec 11 points d'avance à la mi-temps, et là ça fait mal dans leur tête déjà à ce moment-là. Oui, comme j'ai dit, les deux groupes ont eu des hauts, des bas. Nous, on a eu des très hauts où on n'a jamais réussi à mettre le coup de collier qu'il fallait pour dire de se mettre à l'abri et pouvoir être plus serein. Ce qui a permis à Poligny à chaque fois de revenir. Et puis quand il revenait toujours plus fort. Et puis la fin de match a été... Bon, la pièce est tombée de notre côté. Ça aurait pu tomber de l'autre avec à peine plus d'adresse. Peut-être que Poligny serait passé. Bon, voilà, je pense que pour le coup, s'il devait avoir une égalité, il y aurait pu avoir une égalité sur ce match-là. On avait eu d'ailleurs Jérémy la semaine dernière sur le média qui nous avait, quand je l'avais interrogé sur ce derby en disant sur le papier vous êtes favori. Donc du coup on le voit bien là sur ce match, il me disait que ça reste un derby, c'est particulier, et on a bien vu, et comme je l'avais indiqué d'ailleurs, que Poligny reste une équipe qui sait bien jouer sur les matchs, les derbys, sur les matchs importants où ils ont un petit peu le couteau sous la gorge. Ça s'est vérifié ce week-end contre vous.
Donc c'est vrai que c'est une équipe amoindrie, mais qui vous a quand même tenu tête, on va dire les trois quarts du match, quoi. Si on accepte. C'est exactement ça. C'est une équipe qui a de la qualité. Alors même s'ils sont amoindris avec la perte de Jimmy, c'est vrai qu'en termes de rotation, il en a encore moins qu'à la base. Bon, même si j'ai cru comprendre qu'ils avaient retrouvé quelque chose de tout aussi intéressant. Voilà, ils ont joué pleinement leur basket sans complexe et ils ont eu raison. Ils ont eu un grand Kevin Mouchi qui a fait un super match, très bon match, on va l'accueillir. Dejan qui a joué avec son problème d'œil là, qui pour moi je trouve ça dangereux, mais il a quand même en mode guerrier, il était là, il est venu aider les copains. Je pense que non, il y a un truc à Poligny, même la salle, c'est très compliqué d'y aller. C'est une petite salle. Il y avait un peu de monde, il y a un peu de bruit. C'est vrai que moi, de l'extérieur, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'on est sur le terrain. Quand il faut tirer, qu'il faut mettre les lancers francs, c'est pas la même, parce que ça pousse derrière. Après, voilà, comme je dis, la pièce est tombée de notre côté, tant mieux. Nous, ça nous permet de rester sur notre lancée. J'espère que Poligny ne restera pas bloqué là-dessus et qu'ils vont réussir à tirer des enseignements parce qu'ils ont fait un très bon match. Pour terminer, Alexis, la question que j'allais te poser, c'est marqué Poligny veut rejouer le match. Toi, est-ce que ça va pas te faire peur, mais est-ce que ça te dérangerait de rejouer le match, ou est-ce que tu penses que l'appel du coach et du club peut être entendu par la fédération? Alors, moi, je pense que ça va être entendu. Là où je mets des grosses guillemets, c'est est-ce que ça sera rejoué? Malheureusement, avec la situation actuelle, je ne sais pas. Moi, ça ne me dérangerait pas. Parce que de toute façon, les acteurs présents ce jour-là seront les mêmes. On ne pourra pas rajouter ou enlever du monde. Ça sera tout pareil. Donc, j'ai envie de te dire que, on aura une deuxième chance de peut-être mieux jouer. Eux aussi, peut-être, en effet. Nous, notre objectif reste le même, c'est le maintien. Donc, on n'est pas à un match près. Nous, on prend les matchs au fur et à mesure. Tant mieux si on gagne, tant pis si on le perd. Et on apprend de nos défaites, on apprend de nos victoires. Là, samedi, on a appris que malheureusement, même quand on est à plus 11, il ne faut pas se relâcher parce que l'adversaire, il peut toujours être là. Et ils ont été présents. Donc voilà, non, moi, ça ne me dérangerait pas. Après, c'est plus dans la procédure où je vais faire attention. Parce qu'en effet, moi, ça ne me dérange pas, je suis un compétiteur. Mais si toutes les règles, elles sont respectées, c'est-à-dire la procédure a bien été mise en place, parce qu'une réclamation, on ne peut pas faire une réclamation d'un fait de jeu à 2 secondes de la fin. On doit le faire sur le moment, à l'instant T, et la valider 20 minutes maximum à la fin du match. D'accord. Donc ça, j'ai pas l'impression que ça a été bien fait. Donc c'est surtout sur ce point de vigilance. Après, s'il a fait des dire on joue, on joue. C'est comme quand on décale un match de Covid, parce que l'adversaire n'a pas ses 3 meilleurs adversaires, ses 3 meilleurs joueurs. Moi, j'ai envie de dire, tant pis pour eux. Mais en même temps, il y a un règlement et je préfère jouer et perdre contre une équipe au complet plutôt que de gagner contre une équipe amoindrie ou avec des joueurs de la 2. Il n'y a pas de saveur à gagner un match si en face, il n'y a pas les meilleurs éléments. Merci beaucoup en tout cas, Alexis. On va donner la parole aux perdants, malheureusement, mais on va donner la parole. Merci en tout cas d'avoir participé. Alors, on va rejoindre du coup Kevin. Hop. Alors, il y a beaucoup de. Alors la parole, comme je le disais, la parole aux perdants malheureusement. Bonsoir Kevin, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais pas si tu m'entends bien. Ouais, je t'entends. Bon, chez moi, ça capte pas des masses, donc du coup, j'essaie de pas trop bouger. On va essayer de faire ça bien. Alors, c'est vrai qu'on a eu l'entraîneur du coup de Montmoros. C'était l'idéal d'avoir un petit peu vos deux versions des faits. Voilà, ce problème de tableau d'affichage qui passe de 44-46 à 41-47, c'est quelque chose que tu avais déjà vu par le passé dans un match? Non, j'ai jamais vécu ça dans un match. Alors il y a eu des fois des erreurs sur des scores et elles ont été rectifiées tout de suite. Et puis au final c'était le vrai score qui primait. Mais j'ai jamais vu ni vécu ni entendu ce genre de situation. Non, jamais. Ouais.
Jamais. Et je pensais d'ailleurs que malgré l'erreur de feuille de marque, puisque maintenant c'est électronique, mais la feuille de marque électronique, je pensais quand même que c'était que l'arbitre et que d'autres personnes pouvaient faire foi pour attester d'un score véridique, quoi. Et la question que je t'avais posée tout à l'heure en préparation de l'émission, que pas mal de gens qui ne connaissent pas le basket peuvent se poser, c'est que est-ce que vous regardez régulièrement le panneau d'affichage pendant votre match, ou vous êtes focus sur la rencontre, ou vous faites que quand vous êtes pendant les temps morts? Comment ça se passe là? Non, non, enfin, après, moi, je suis pas dans la peau de tous les joueurs, mais moi, je le regarde à chaque fois qu'il y a un panier, parce que sinon, on joue pas de la même manière, si on est à moins 10 ou plus 10, et moi, en plus, en tant que meneur de jeu, donc, en fonction du temps, du score, des fautes, des mismatchs, enfin, bon, bref, après, c'est pas des étapes techniques, mais, non, non, je regarde constamment, je suis constamment en train de regarder le chrono et le score. On peut pas jouer sans savoir à combien on est, quoi. Ou approximativement, si on a moins 15. Non, 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 chaque panier, on doit savoir où en est l'évolution du score, sinon on peut pas jouer de la même manière. Alors Lorenzo qui a dit pendant à maintes reprises là sur le live, Sabolini a été volé. Toi, c'est un petit peu le constat que tu fais à froid maintenant. Comment tu décryptes cette rencontre? Non, alors après peut-être avec l'expérience et j'ai une bonne gestion de mes émotions, mais à froid ou à chaud, c'est pas, enfin pour moi c'est pas un vol de la part de Momoro. Je veux dire, Momoro a fait un bon match, on a fait un bon match avec des hauts et des bas, comme disait tout à l'heure Alex. Donc ils ont eu au moment donné plus 11, puis nous on revient, s'il y avait pas le problème de score avec le lancer du dos, je sais pas, c'était pas exactement ça, mais on leur a mis en gros un 10-0 si on veut, parce qu'on revient à -1. Donc on a eu les deux des hauts et des bas, et je veux dire, comme il a dit, la PS est tombée d'un côté. Mais je veux dire, si on avait gagné le match de manière loyale, et eux de manière comme ils l'ont fait entre guillemets avec le problème de score ou loyal, je veux dire voilà, les deux équipes méritaient de gagner ce match, parce que voilà, c'était quand même un match serré avec des hauts et des bas et des écarts conséquents, et aucune équipe a pu mettre le coup de collier, même si Momoro, c'est eux qui ont mené entre guillemets le plus longtemps sur le match. Donc voler par Momoro, non. Est-ce que Momoro vole la victoire? Non, parce que sportivement, il la mérite aussi. Par contre, c'est vrai que ce fait de jeu ne nous a pas aidé, à pouvoir avoir le petit plus peut-être pour pouvoir gagner. Surtout à ce moment-là, on avait le momentum, il commençait à perdre des ballons, nous on défendait un peu plus dur. Voilà, donc on revenait effectivement, la coupure. Pour moi, comme j'ai dit, la coupure des 10 minutes, pour moi, elle est plus fatale que véritablement le score, quoi. Parce que là, on était, nous, en plein rythme, intensité, et puis, on allait de l'avant, et puis là, de couper 10 minutes, enfin, alors 10 minutes, j'exagère, je sais pas combien c'est exactement le temps, mais il y a eu quand même un temps conséquent, et en plus, le score, ça nous a mis un coup de collier. D'ailleurs, après, derrière, je crois qu'il passe à plus 10, plus 11, enfin, voilà. 48-57. Ouais. Ouais. 48-57 à la fin du troisième. C'est vrai que Pierre l'explique dans son papier, c'est une erreur d'arbitrage sans doute, mais qui va s'avérer très lourde, parce que du coup, comme tu le dis, vos ailes ont été coupées à ce moment-là. C'est dur de repartir après un coup du sort de la sorte, quoi. Ouais. Déjà, c'est dur. Alors, bon, c'est dur déjà de revenir au troisième quart-temps quand on est mené de 11 points à la mi-temps. Au troisième quart-temps, là, on remet d'intensité, on revient vite à 4-5 points. Donc déjà, on lutte pour revenir. Face à une équipe de 10 joueurs, nous on est un peu amoindris, bon bref, ça c'est des paramètres. Donc on lutte, et à ce moment-là, quand on est en pleine bourre et on peut essayer de passer devant, et on voit Momoro qui à ce moment-là bafouille offensivement, défensivement, et nous là on est coupé dans notre élan. C'est vraiment ça le plus dur. Plus que comme j'ai dit, plus que le score, quoi. C'est vraiment le rythme là, ce rythme là qu'on a perdu. Donc ouais, c'est très dur mentalement, émotionnellement et même physiquement, quoi. Et on a vu par la suite, et même si après à la fin du quatrième quart-temps on revient encore, bon là il gagne de 5 points parce qu'on fait faute, alors que bon, on avait demandé de pas faire. Peu importe. Mais donc il y avait 3 points à la fin, et ça se joue encore à rien malgré ça. Donc on est encore revenu. Et ça c'est quand même un peu la marque de notre équipe. Alors bon, on a fait une bonne prépa et on a tapé toutes les équipes de N3 qu'on a joué, et contre Besançon à un moment donné on était mené de 15, et à la fin on perd que de 4 ou 5 points. Donc même contre des grosses équipes, à chaque fois on arrive à revenir, même si on manque de constance sur le match, on arrive toujours à revenir. Et ça encore une fois, alors s'il faut tirer un enseignement positif de ce match qui n'est pas le résultat, c'est encore une fois, alors Momoro est premier à l'heure actuelle. Bon, c'est compliqué d'être premier vraiment, parce que les calendriers pour l'instant on n'a joué que 2-3 équipes, donc ils ont joué sans faire offense à Momoro ni aux deux autres équipes, ils n'ont pas joué les deux grosses équipes du championnat, mais
Mais voilà, on approche quand même, enfin, on est proche d'une équipe de tête, quoi. Et on l'a prouvé aussi pendant les matchs amicaux, c'est qu'on est une bonne équipe et je pense qu'on peut jouer les premiers rôles dans le championnat, même si l'objectif est le maintien le plus rapidement possible. Le coup de relâche là qui est écrit à la 15e jusqu'à la 20e, c'est un coup de relâche physique, le manque de rotation qu'on évoque souvent d'ailleurs malheureusement, on l'a dit l'an passé, on le disait encore avec la blessure de Jimmy comme le disait Alexis et puis ce manque de rotation a joué du coup sur cette rencontre selon toi? Euh, euh, Enfin, je pense que de manière générale, ça y joue toujours. On pourra, enfin, face à une équipe qui fait des rotations de 8-9 joueurs et être 6 ou 7, enfin, forcément, ça va y jouer, que ce soit en termes de nombre de fautes ou en termes de fatigue, même si au fond de nous, on se dit, ben non, non, ça va, je suis en forme, etc. Mais à un moment donné, on a toujours une perte de lucidité, on va être moins adroit, on va peut-être perdre du rythme parce qu'on est fatigué, enfin, ben, peu importe. Forcément, ça y joue un petit peu, mais que ça arrive à la 15e minute dans le deuxième quart-temps, bah, non. Ça arrive à la 35e, oui. Oui. Mais à la 15e minute, je veux dire, il y a des équipes à la 15e, il y a que 6-7 joueurs qui ont joué, quoi. Il y en a pas 10. Donc, bon, à la 15e, je dirais pas que c'est le manque de rotation. À la 15e, ce qui s'est passé, c'était même pas un problème défensif. C'était surtout qu'on attaquait mal. Et du coup, derrière, une passe, un tir ou des pertes de balles. Et derrière, bah, ils ont mis du jeu rapide, 2-3 tirs. Et puis, ils ont pris vite de l'euphorie et ils sont passés à plus 11. Donc c'est vraiment ça c'est vraiment ça qui a eu le plus gros impact plus que le manque de rotation. Il n'y a pas eu de changement de stratégie de leur part sur cette fin de deuxième quart-temps ou pas? J'ai pas alors j'ai pas je sais pas, il fallait peut-être demander à Alex qui lui a demandé Ouais. mais Antoine Jobard qui met deux sur écran porteur. Bon, ça a été c'est un peu notre problème actuellement. Et plus de 3 interceptions, les up, un tir rapide, et puis basta. On savait que cette équipe de Momoro, si on leur laissait un petit peu de champ, bah, avec des pertes de balles ou des tirs rapides, bah, derrière, ils allaient convertir ça rapidement. Donc, je sais pas si au milieu de deuxième, ils ont vraiment changé de stratégie, mais en tout cas, nous, offensivement, on a commencé à bafouiller. Alors, est-ce que c'est eux qui nous ont poussé à ça, ou est-ce que c'est nous, avec des mauvais choix soudains et manque de constance? Bon, Alex dira que c'est eux, et puis moi je dis plutôt que c'est nous. Mais bon, quoi qu'il arrive, le résultat en est là, quoi. Alors le résultat c'est une chose, mais pour les semaines à venir, Alexis l'a dit pour Lens, c'est une défaite qui allait leur porter, on va dire d'honneur ou qui allait leur servir pour la suite. Vous, est-ce que c'est une rencontre qui peut vous aider à vous renforcer, vous accroître encore cette cohésion d'équipe que tu mentionnes pour les prochains matchs, et notamment les matchs à l'extérieur où vous avez quand même souvent des difficultés à vous imposer? Ben on verra parce que c'est la première fois là dans le championnat c'est la première fois qu'on perd à domicile avec ce genre de contexte. Donc on verra comment le groupe va réagir. Alors moi j'aimerais bien que c'est pas à nous joueurs là. Voilà, là nous c'est terminé, nous on a fait notre taf sur le terrain. Maintenant c'est au staff technique et au club de prendre sa responsabilité et de faire les démarches qu'il y a à faire. Moi je veux pas rentrer là-dedans. Moi j'ai mon avis sur la situation. Et puis je vais revenir à l'entraînement et préparer mon match. Donc là, on va aller jouer à Grise, qui est premier ex-aequo avec Montmoreau. Voilà, moi on a un match à préparer. Si il devra se passer quoi que ce soit, ben ça sera fait par ceux qui sont en position et ont le statut de le faire. Nous joueurs, il faut qu'on se remobilise tout de suite. C'est une défaite, peu importe ce qui s'est passé, il faut qu'on bosse sur ce qui n'a pas été et puis qu'on avance et qu'on prépare les autres matchs. Alors j'espère que le groupe va en sortir plus uni. Après, enfin, moi je suis un gars plutôt positif, donc une défaite, ça reste une leçon. Je veux dire, c'est pas non plus, voilà, ça remet pas tout en cause sur une saison. C'est que le troisième match, on a fait jeu égal avec une équipe de Montmoreau qui est premier. On n'a pas, je veux dire, ça n'a pas fait le match de notre vie. On a fait un bon match comme Montmoreau a fait un bon match. Je veux dire, on n'a pas sorti le match de notre vie. Alex l'a dit, on n'a pas été super adroit, donc on n'avait pas de bonnes situations de tir. Donc voilà, c'est pas comme si on avait mis tous nos tirs et puis on arrive à peine à égalité avec Montmoreau. Non, non, on a fait un bon match dans l'ensemble. Montmoreau a fait un bon match. Donc on voit que ces deux équipes font égalité dans le jeu, quoi. Donc ça remet rien en cause. Maintenant, il faut voir comment le groupe va réagir, s'il n'y a pas des frustrations qui vont naître, si on reste pas dans le passé. Voilà, maintenant c'est passé, c'est au club de s'en occuper. Et puis il faudra qu'on se ressoude et qu'on aille de l'avant pour bosser pour Grise, quoi. Parce que Grise, ça va pas être facile à l'extérieur. Et à Mulhouse-Pastat, on y est allé, mais pareil, on était amoindri. Dejan n'a pas joué parce qu'il avait son œil, il avait les points de suture et Jimmy les croisés. Et il y a 2 personnes qui sont venues nous aider. Donc 6 à l'extérieur, c'est compliqué, quoi. Donc même les 17 points
points ou je sais pas combien on a perdu à Fastat, là, on n'a pas fait tant que ça un mauvais match. Mais forcément, c'était un contexte difficile. Et c'est le seul match qu'on perd à l'extérieur pour l'instant. Même en amical, on n'a pas perdu à l'extérieur. Donc, on est allé gagner à Saint-André, qui est une grosse équipe. On est allé gagner à Dedo Dijon aussi. Donc, voilà. Enfin, pour l'instant, à l'extérieur, la seule mauvaise référence, c'est Mulhouse, mais amoindrie. Donc, on n'a pas encore vraiment de référence à l'extérieur. Et moi, ce qui se passait avant à Poligny, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la saison actuelle, quoi. C'est Bien pour sûr. moi le niveau. Ouais. Et pour terminer, Kevin, moi, la question que je me pose, c'est Poligny, on l'a dit en plus, c'est une équipe expérimentée. Est-ce que justement, ça serait pas ça votre force pour cette saison et pour passer cet affront? Ouais, bah, enfin, on, enfin, l'expérience de différence, tout de suite, on pense à des mecs qui ont 50 ans. Je veux dire, Non. on est encore, bien sûr, on a de l'expérience parce qu'on a toujours joué un plus haut niveau et puis, voilà, on a engrangé pas mal de saisons dans les niveaux nationaux, etc. Effectivement, je pense que ça fait la différence dans des moments clés, quoi. Dans des moments clés dans la gestion de l'émotion, que ce soit la gestion sportive. Mais après, on peut tomber sur une équipe de Mulhouse qui a pas d'expérience et les gamins, il faut dire, ils courent dans tous les sens, ils mettent une intensité au-dessus et puis voilà. Mais je pense que sur la longueur d'un championnat et dans des moments clés dans un match, l'expérience y joue. Voilà, ça c'est sûr. À niveau égal, ça y joue. Voilà, ça c'est sûr et ça sera peut-être la force de Poligny. Donc disons, on a le même groupe avec Joseph et moi en plus. Mon Samuel, c'est un jeune, donc on peut pas parler nécessairement d'expérience. Mais voilà, Joseph a joué longtemps en national, moi aussi. Donc voilà, c'est vrai on apporte peut-être autre chose que nécessairement des qualités physiques, athlétiques ou techniques dans le jeu. En tout cas, merci beaucoup, Kevin. On va devoir s'arrêter là parce qu'on parle d'autres sports aussi sur le média, mais c'était bien de faire un petit focus quand même sur cette rencontre qui a fait beaucoup parler et c'était un petit peu la rencontre du week-end, donc c'était sympa d'être là en tout cas. Bonne chance pour le déplacement la semaine prochaine en tout cas. On suivra ça avec intérêt. Et puis Okay, bon CrossFit en tout cas. Merci d'être libéré pour nous. je suis en retard. Ouais. Merci Bon, à vous. à Bonne bientôt. chance et puis à bientôt. Vous êtes les bienvenus à Poligny. Hein. Yes, merci. Alors merci à Kevin. On va récupérer le handball. Je vois il y a pas mal d'handballeurs handballeuses qui sont déjà arrivés. On va juste faire un petit focus football, 3 minutes, pour vous rappeler les résultats du quatrième tour de Coupe de France qui a eu lieu ce week-end, dont le tirage d'ailleurs du 5e tour va se dérouler après-demain à Épinal. Mais les Lédoniens, je parle des Lédoniens parce que c'est ce que j'ai devant les yeux. Lons qui a gagné 3-1 à Sagy-en-Bresse, qui a évité le piège comme l'indique mon ami Xavier, avec un attaquant encore qui marque, Abdel El Bouressi, encore un but ce week-end, donc c'est incroyable, il marque tous les week-ends. Je salue encore Clémence, hein, ouais, on va parler de handball, t'inquiète pas, ça va arriver dans 3 minutes, on va attendre que William arrive aussi. Jura, toutes les équipes jurassiennes l'ont emporté, sauf confrontation directe entre guillemets, mais ça a été vraiment un très très bon week-end pour les clubs jurassiens. Jura qui s'est imposé à Chevigny, un club de Régional 1, donc c'est jamais évident de s'imposer en Bourgogne. Donc c'est vrai qu'ils ont évolué à 11 contre 10, donc ils l'ont emporté 2-0, donc très très belle performance. Brest-Jura qui a signé le carton également du week-end en battant Sud-Revermont 6-2. On voulait d'ailleurs avoir un joueur de Brest-Jura, hein, parce qu'on a souvent parlé de Brest-Jura et on voulait les avoir et ils voulaient pas venir dans l'émission par peur de ce match-là et du match contre Lons la semaine prochaine. Donc j'espère qu'après ça ils viendront. Mais en tout cas ils ont gagné 6-2. Bravo à eux. Et Juralac, effectivement qui était opposé à Coteau-de-Seye, un autre derby. Juralac qui s'impose difficilement 3-2 à la dernière minute face à Coteau-de-Seye. Coteau-de-Seye d'ailleurs qui a un mauvais début de championnat avec 8 buts encaissés et je pense que cette prestation va servir au tango pour la saison parce que accrocher une équipe de Régional 1 c'est à signaler donc et c'est une belle performance donc on espère qu'ils vont pouvoir relever la tête pour la suite de la saison et pour terminer sur le foot, on est pile poil sur le créneau donc c'est impeccable. Je salue Maxime Garino qui était présent. Jurastad, le club de mon ami Florian Simonin, notre consultant vedette. Jurastad qui est tombé face à une équipe du Racing Besançon National 3 face à une Régional 3 donc il n'y a pas eu de miracle 6-1. Mais il y a eu un super but, c'est Jurastad qui a ouvert la marque à la 12e par Aziz Yacoubi qui a repris une volée magistrale et qui a fait
exulter les 200 spectateurs présents ce week-end à Saint-Aubin. Donc ça a été vraiment une belle performance. Et puis pour terminer, Jura Sud, un autre derby. On avait eu d'ailleurs Léon Touillon la semaine dernière, Champagnol, qui a accroché d'ailleurs Jura Sud, mais qui n'a pas su l'emporter. Le gardien Echinard d'ailleurs, ce qui a marqué, qui a retardé l'échéance. Donc Jura Sud a dominé, mais n'a pas su marquer. Donc enfin, si, ils ont marqué parce qu'ils ont gagné 1-0, pardon, excusez-moi, ils ont marqué la 75e minute seulement. Mais victoire logique, mais un petit peu voilà, dans la difficulté quand même pour Jura Sud, qui décroche par la même occasion son premier succès de la saison, toute compétition confondue. Donc en espérant que ce succès puisse les lancer en National 2. Et sur le prochain tour de 5e tour de Coupe de France, ça sera les équipes de National qui vont rentrer en lice. Donc on espère que les clubs jurassiens vont tirer des petits clubs de National. Ça pourra faire des bons matchs. Alors on va rejoindre William. Alors je salue Alexis, mon ami Alexis qui est déjà présent. La Flo, et puis on va voir si William est connecté. Benjamin aussi, l'ancien coach, William est présent, tac, et on va passer au handball. On va chercher la bonne page. Et Schiller, incroyable, oui, effectivement, très très bon match. Mais là, on va passer au handball avec William. Bonsoir William. Bonsoir. Eh ben, merci d'avoir accepté l'invitation un petit peu tardivement, mais c'est vrai que c'est jamais simple d'avoir les interlocuteurs du dimanche pour le lundi. Et l'idée, c'était aussi d'avoir le témoin du handball parce que le handball a repris ce week-end. Et on voulait faire un petit focus sur l'US Lons qui communique beaucoup par le biais de notre média, qui nous informe beaucoup. Donc, on voulait leur rendre un petit peu l'appareil et mettre en avant l'équipe féminine, la Nationale 3, qui débutait son championnat ce week-end à domicile face à Mâcon. Moi, je lis le titre du journal, l'US Lons s'impose sans convaincre, 21-19 face à Mâcon. Donc, ça n'a pas été si simple que ça alors. Ouais, alors on va dire que c'était un petit peu mi-figue mi-raisin. Ouais. J'étais plus ou moins d'accord avec le titre. Comme je disais, bon, on a eu l'occasion de débriefer un petit peu avec les collègues après, avec Benjamin notamment hier, qui était entraîneur du groupe il y a encore quelques semaines. Et au final, moi personnellement et même au niveau de l'entourage, on n'a jamais réellement été vraiment inquiété sur ce match. On a eu beaucoup d'échecs sur des choses assez simples et assez faciles. Dès le début de match, je pense que c'est ce qui fait que ça nous a un petit peu plombé notre déroulé de match. On est à plus 5 à la mi-temps. Je pense qu'en faisant les choses correctement, on peut avoir 10 buts d'écart. Et du coup, on traîne un petit peu ces échecs-là, un peu comme un boulet sur toute la deuxième mi-temps, et où on arrive à se faire un peu peur sur la fin de match. On a Aude, notre gardienne, qui sort de 3 arrêts importants aussi sur des moments clés qui auraient pu faire que la fin de match aurait pu tourner dans le mauvais sens, même s'il n'y avait pas d'inquiétude, quoi. Alors oui, alors Aude, je note 14 arrêts pour votre gardienne, donc c'est un beau match. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, le fait d'avoir 5 buts d'avance ne garantit pas une victoire à la mi-temps. On l'a vu ce week-end avec le PSG handball, ou la semaine dernière en Ligue des Champions, où ils menaient de 5 buts, je crois, à domicile, et ils se sont inclinés, je crois. Enfin, je crois que c'est 4 ou 5 buts, il y avait d'écart avec une formation, et ils ont perdu le match. Donc c'est vrai que ça garantit pas. Voilà, il faut jouer les matchs. Il y a pas une seule mi-temps, c'est 2 mi-temps Et là, vous êtes fait peur un petit peu alors. Ouais, complètement. Non, mais après, comme je disais, je pense que il y a tout un ensemble de facteurs. Le premier match de la saison à domicile, une ambiance un petit peu particulière vu le contexte. Quasiment 8 mois sans compétition officielle, donc le progrès l'a bien repris. Les matchs amicaux, effectivement, c'est bien beau, c'est intéressant. On a vu notamment, l'analyse que je fais à froid vient forcément faire un petit peu le parallèle. Sur les matchs amicaux, j'ai vu que les filles étaient forcément beaucoup plus libérées qu'elles ne pouvaient l'être. Sur ce match contre Mâcon, on a senti forcément de la crispation et ça a été davantage le cas suite aux quelques petits ratés qu'on a eu sur le début de match où les solutions entre guillemets faciles, on n'arrive pas à les convertir et c'est ce qui nous met en difficulté pour la suite. La suite justement, William. Alors je sais plus si on avait discuté avec d'autres joueurs de Lons, mais l'objectif c'est quoi pour votre équipe cette année? Jouer le haut de tableau, c'est quoi?
Parce que vous avez une belle équipe, hein, sur le Euh, papier. Oui, alors c'est vrai que on n'a pas forcément rééchangé là-dessus avec les filles. On a eu un stage qui s'est décommandé de dernière minute et donc, Mm. du coup c'est un peu dommage parce que ça pouvait, voilà, on n'a pas eu ce petit temps de cohésion qu'on aurait pu avoir là, avant de démarrer la saison. Bon, ma foi, c'est comme ça, c'est des aléas, c'est pas grave. Mais donc du coup, au progrès, ils m'ont posé la question. J'étais un peu pris au dépourvu. Alors forcément, au regard de la saison dernière, enfin de la demi-saison, au vu du contexte, avec une 6e place la saison dernière, forcément, on a toujours envie de faire au moins aussi bien, voire mieux. Et là, la formule a changé avec les 2 phases de championnat. Donc du coup, l'objectif, si on veut faire aussi bien, voire mieux, c'est de se qualifier pour la poule haute sur la 2e phase. D'accord. Donc voilà, pour se garantir ça, il faut prendre les matchs les uns après les autres avec l'objectif de les gagner. Effectivement, Thomas qui dit la montée, Sharon et Flory qui s'envoient des bisous. On voit la bonne cohésion. Alors même si Sharon ne joue pas au handball, mais ils se connaissent. Mais moi, ce que je regarde dans ton effectif, c'est vraiment le mélange entre expérience incarnée justement par Flo et par d'autres joueuses et la jeunesse. Et est-ce que ça, c'est ce mix expérience jeunesse, vivacité peut être bénéfique pour vous pour cette saison? Ouais, après, bon, Flo, elle est très jeune dans sa tête, hein, encore. Hein, elle a la santé. Hein. Ça va la faire rire, je pense. Mais non, je pense. Enfin, moi, ce qui m'a intéressé au début, j'ai eu un petit peu le choix quand je suis arrivé à l'USL. Ouais. Le président m'a un peu laissé le choix de savoir quelles étaient un peu mes envies au niveau du coaching. Et puis, quand j'ai su que Benjamin souhaitait prendre un petit peu de recul par rapport à ce groupe-là, pour se dégager un petit peu plus de temps aussi. Et puis bon, c'est toujours intéressant, je pense, pour un groupe, qu'il soit jeune ou moins jeune, de voir quelque chose de différent. Ça apporte toujours quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéressait dans ce groupe-là, c'est qu'effectivement, globalement, le groupe est jeune. Donc, il y a des filles qui sont vraiment encore en demande de pas mal de choses. Et moi, enfin voilà, j'ai plus la fibre du formateur que de l'exploitant, on va dire. Donc forcément, c'est intéressant parce que je sens qu'il y a forcément quelque chose à apporter à ce groupe-là. Et c'est vrai que si tu me dis si j'ai bêtise, William, mais tu viens de Jura Sud, hein? Ouais, c'est ça. Alors Jura Sud, moi j'ai des amis, hein, Simon Guyon, je le salue d'ailleurs, c'est un club formateur. On le voit, pas mal de jeunes aussi après qu'on percé. D'ailleurs, Jura Sud a gagné contre Morez ce week-end, hein. Je suis Jura pas Sud, sûr. Contre Saint-Claude. Contre Saint-Claude, Saint-Claude. pardon. C'était un Oui. derby, mais effectivement, ils ont gagné. C'est vrai que quand on regarde la feuille de match, il y a quand même pas mal de joueuses qui ont performé. On voit Sabine Vial, hein, moi je la connais aussi, Sabine, 4 sur 4 au tir, 4 buts, impeccable. Et puis Marine Luciana, 5 buts, Flory, 4 buts, hein, là tu peux t'appuyer quand même sur 4-5 joueuses quand même vraiment d'un bon niveau pour entamer les matchs. Je pense que ça doit être confortable d'avoir un 6 de départ qui tient la route. Ouais, puis après, c'est là où je te rejoins un peu sur le facteur expérience. Hum. C'est des filles, même si, enfin voilà, Marine, elle est encore jeune. C'est des filles qui ont une expérience de quelques années maintenant sur le groupe senior. Et si ce week-end les jeunes ont pu paraître plus en difficulté, au contraire, voilà, les filles qui avaient un petit peu plus d'expérience, comme tu dis, ont été un peu plus efficaces. Et c'est aussi ce qui fait la différence, ouais, effectivement. Avant de revenir là, sur la rencontre et sur la suite, d'ailleurs n'hésitez pas à réagir et à poser des questions à William aussi. On voulait faire un petit détour sur un autre résultat de hand de ce week-end en pré-nationale masculine. Les homologues de l'ES Lons n'ont pas joué, mais Chaussin-Dol s'est incliné à Chalon-sur-Saône 23-20. Toi, alors Chaussin-Dol qui avait battu Lons en amical, ça te surprend ou ça te surprend pas cette défaite? Ça me surprend, oui et non. Enfin, le championnat pré-national, on a eu l'occasion aussi d'en discuter avec Soufiane. C'est un championnat qui va être plutôt homogène, donc où tous les matchs vont être compliqués. Maintenant, ça me surprend dans le sens où je sais que Chaussin-Dol n'ont pas arrêté leur préparation cet été depuis la reprise post-Covid au mois de juin.
Ils ont poursuivi leur prépa. Donc, effectivement, sur les matchs amicaux, on a vu qu'ils étaient en avance. Donc, ouais, par rapport à ça, c'est un petit peu surprenant, ouais, effectivement. Mais j'ai vu qu'ils avaient eu aussi souffert d'un manque d'efficacité et de réussite. Donc voilà, peut-être que tout n'est pas acheté non plus pour eux, quoi. Vous, du coup, l'enseignement que tu tires, vous, de votre rencontre, qu'est-ce qui est acheté, qu'est-ce qui est à garder? C'est une bonne question. Non, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas forcément inquiet parce que en termes de contenu, il y avait des choses cohérentes qui ont été un petit peu dans la lignée de ce que j'ai pu voir sur les matchs de préparation. Pareil, enfin, on en discutait avec Benjamin hier, j'étais toujours un petit peu en fait, c'était un peu la suite de mes matchs de prépa, quoi. Ce match-là, c'était, on va dire, le bon adversaire pour continuer à donner du temps de jeu maximal à l'ensemble des joueuses. Donc, je me suis vraiment attaché à ça ce week-end parce que voilà, j'avais encore des choses à voir, encore des choses à observer et à analyser. Après, forcément, on va rentrer là dans une phase contre des équipes qui, entre guillemets, sur le papier, vont être un peu plus de notre niveau. Sans faire injure à Macon, hein, qui s'est accroché tout le match, qui a joué sa carte à fond sur la deuxième mi-temps. Mais voilà, on va rencontrer maintenant des équipes qui se situaient à peu près sur le même niveau la saison dernière. Donc là, ça va falloir élever un petit peu forcément le niveau de jeu, mais non, dans le contenu, il y avait des choses intéressantes. Si on arrive à reproduire le même contenu, et puis que cette fois-ci, on arrive à faire preuve de plus d'efficacité et qu'on a un petit peu plus de réussite, je suis pas inquiet. Sur la poule, justement, les choses sérieuses commencent, comme tu l'as dit indirectement. Quels seront vos principaux adversaires? Il y a quelques équipes que tu sors du lot. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, les résultats de ce week-end ont montré aussi que voilà, la poule serait certainement serrée. Je dirais que on a Varrois qui a battu Lure de 4 buts et Chevigny qui a battu Palante de 5 buts. Donc voilà, ça montre vraiment que ce championnat cette poule en tout cas va être plutôt dense et plutôt serrée. Je pense que tout le monde a l'objectif d'accrocher la poule accession parce que forcément ça nous met déjà à l'abri d'une éventuelle descente. Donc ce qui fait que ça enlève de la pression sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, je pense pas me tromper en disant que toutes les équipes vont essayer de gagner un maximum de matchs là sur ce début de saison pour aller accrocher une poule haute. Et puis après, forcément, au vu du contexte, c'est les points qu'on peut prendre en début de saison tant qu'on peut jouer, c'est pas plus mal, quoi. Ça te fait peur, ce Covid et peut-être des matchs qui vont être annulés. On le voit dans d'autres disciplines, c'est le cas. Du coup, un championnat et quelques matchs amputés. Est-ce qu'on peut dire après avec le recul, c'est pas vraiment un championnat? C'est compliqué c'est compliqué de le dire aujourd'hui. Ouais, après, c'est pas vraiment que ça fait peur, c'est qu'on a mesuré un petit peu ces derniers mois l'importance entre guillemets secondaire à mettre sur le sport et les résultats sportifs. On voit que voilà, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves. Maintenant, on subit un petit peu les protocoles, les incohérences qui peuvent y exister. On découvre beaucoup de choses au jour le jour, donc c'est un peu compliqué. Après, c'est sûr que au niveau de tout ce qui va être préparation, anticipation sur la durée, c'est plus dur de se projeter, ouais, c'est sûr. Alors apparemment tu as des fans hein, au sein du handball jurassien avec Charlie qui dit William mon arbitre de dernière minute. Alors effectivement tu as cette casquette d'arbitre. Quand tu arrives à Lens cet été, tu nous as dit tout à l'heure pourquoi pas prendre les filles. C'est pas compliqué de prendre en charge une équipe qu'on connaît peut-être pas toutes les joueuses. Comment ça s'est passé ton intégration? Paradoxalement, du coup, je dirais que le Covid là nous a bien aidé parce qu'il nous a offert une période de préparation un peu plus longue. On a repris les entraînements le 3 août, donc du coup, on a eu 2 mois de préparation, 2 mois plein de préparation. Alors amputé d'une semaine parce qu'on a été en protocole d'isolement pendant une semaine, cas contact. Mais bon, je pense qu'on n'est pas les seuls. Oui. Après, moi, je connaissais déjà beaucoup de joueuses. Alors certaines, je les ai eues entraînées il y a quelques années quand elles étaient un peu plus jeunes au sein des sélections du Jura.
D'autres que j'ai connues à Jura Sud parce qu'elles sont passées à Lons aussi entre le temps où je suis arrivé à Jura Sud et le temps où elles ont basculé à l'USL. Et puis d'autres joueuses que je connaissais pas forcément en tant que handballeuse, mais voilà, en tant que personne. Donc maintenant, c'est sûr que on n'a pas eu d'arrivée. On a eu très peu de départs, donc le groupe est stable et au final, on va dire que j'ai été la recrue principale. Donc c'est sûr que c'est un petit peu particulier parce que forcément les filles se connaissent. Le projet de jeu était plutôt cohérent et efficace. Ça a fonctionné ces derniers temps. Donc je suis arrivé vraiment avec cette volonté de travailler dans la continuité, de pas tout bouleverser parce qu'il y avait aucune raison de tout bouleverser. Alors la colombe, ma colombe Coco qui nous dit ça, hein, je sais pas si c'est un surnom qu'on te donne ou pas. Il y en a qui c'est les amis de mon ancien club dans la Loire, ça. Oui. Le super arbitre du dimanche. Cette poule haute, hein, si je comprends bien, donc il y a là en ce moment. À l'heure actuelle, il y a 2 poules en National 3 sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et par poule, ils prennent les 3 meilleurs et ensuite ils les rebalayent avec les 3 autres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis le meilleur 4e aussi, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a 7 équipes par poule, donc effectivement, ils en prennent, donc ouais, ils en prennent pour refaire une poule de 7, c'est ça. Toi, ouais. Tu penses que, sans te remettre de pression à tes joueuses qui nous regardent, la 3e place, elle est quand même accessible. Oui. Après, voilà, on sait que ça va être compliqué tous les week-ends. Il y a des matchs forcément qui vont jouer un petit peu à couteau tiré, comme on dit. Maintenant, comme je disais, on va avoir notamment une période très importante là. Donc on a le match à Palan samedi, ensuite on reçoit 4 fois de filet, puisqu'on a eu une inversion sur le match de Varois. Donc c'est une période qui va être importante parce que voilà, forcément c'est toujours plus facile de jouer à domicile. Quoique bon, le match de samedi soir, ça nous a peut-être rajouté un peu de pression. Mais non, voilà, les matchs à domicile, c'est important. Prendre un maximum de points. Si on arrive à sortir de cette période-là avec un maximum de victoires, forcément, ça va nous donner de la confiance et on va pouvoir capitaliser dessus pour le reste. Est-ce que cette première victoire, justement à domicile, avec cette pression que tu viens d'évoquer, ne va pas vous enlever une espèce d'épine du pied, cette pression inaugurale qui ensuite, dès que c'est passé, après, c'est bon. Les autres matchs à domicile, la pression sera un peu moindre. Oui, peut-être. Et puis voilà, comme je le disais, il y a eu une longue attente de la part des joueuses, de la part du public, de la part de l'ensemble du club. Enfin voilà, on a été privé de notre passion pendant de longues semaines, voire de longs mois. Et ben voilà, encore une fois, malgré les matchs de prépa, forcément, la compétition, le petit pic d'adrénaline supplémentaire, ouais, ça manquait. Et puis, ouais, comme tu dis, voilà, je pense que ça va effectivement nous enlever une épine du pied ce coup-là, oui. Et alors Clémence, qui est très active ce soir, je la remercie sur ce live. La question dilemme, la question un petit peu piège, qui va être difficile à répondre pour toi. Est-ce que c'est mieux Jura Sud ou Lons? Ouais, c'est compliqué de répondre parce que c'est 2 clubs complètement différents. Après, je suis resté 3 ans à Jura Sud. Hein, j'étais arrivé à Jura Sud en 2017. Mais voilà, c'est très différent. Il y a une ambiance très familiale à Jura Sud où moi je suis arrivé à Jura Sud à un moment où c'était bien pour moi de revenir dans le Jura. Donc forcément, j'ai trouvé un environnement chaleureux et familial que beaucoup connaissent à Jura Sud. Donc avec des conditions de travail qui étaient vraiment agréables. Sur la formation des jeunes, on voit que les jeunes aujourd'hui font de bons résultats là sur le début de saison. Donc ouais, non, c'est sûr que j'ai passé 3 belles années à Jura Sud par rapport à l'ambiance qui pouvait y régner. Aujourd'hui, à Lons, ouais, c'est différent. Pour l'instant, je découvre encore le club, même si je le connaissais de l'extérieur. Ouais. Mais on voit que c'est un club qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui s'appuie sur des gens qui sont vraiment très impliqués dans ce qu'ils font. Alors là, forcément, aujourd'hui, on manque un petit peu de bénévoles, notamment sur l'encadrement, mais c'est un petit peu le mal de tous les clubs. Il y a beaucoup de clubs qui sont en manque. Des sports, ouais, même en général, effectivement. Mais voilà, pour moi, c'était l'occasion de passer un cap avec un poste avec plus de responsabilité, au-delà de la responsabilité du groupe N3. Donc pour moi, c'était intéressant sur plusieurs plans. Et après, je pourrais peut-être répondre à cette question dans 3 ans. Quand ouais, c'est ça. Faut attendre un petit peu. Alors moi, j'ai relevé
on en a terminé pour l'équipe de National 3, mais c'est vrai que Lons, c'est avant tout la formation, une formation qui est payante avec beaucoup de joueurs et de joueuses, surtout les joueuses en plus, j'ai l'impression, qui ont éclos au niveau national, qui ont passé professionnel aussi. Mais ce week-end, il y a eu un match de moins de 18 garçons, et je l'évoque parce que c'est mon frère qui a, avec une victoire des moins 18 garçons qu'on franchi le premier tour des qualifications en battant Dijon 27-23. La formation, toi, chez les féminines, est-ce que tu vois quand même quelques joueuses qui sont déjà prêtes à intégrer l'équipe senior? Ouais, c'est marrant que tu parles du match des moins de 18 garçons, parce que du coup, Charlie en parlait, c'est moi qui ai dû arbitrer le match, du coup. D'accord. J'étais aux premières loges. Pour les C'est vrai filles, qu'ils ont c'est un gagné, petit alors. peu. Non, quand même pas. Non, après pour les filles, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui sur la filière très jeune. On est un petit peu en difficulté en moins de 13 et moins de 15 ans où il y a eu des gros trous sur certaines générations. Je m'occupe parallèlement, je m'occupe pour l'instant du groupe moins de 15 filles en attendant de trouver un entraîneur. Donc si jamais il y a un entraîneur là qui nous écoute, on l'accueille bien volontiers. Mais beaucoup de débutantes, donc forcément il y a beaucoup de bases à retravailler sur ces générations-là, moins de 15 et un petit peu avant. Les moins de 17 en national là sont un petit peu en difficulté pour le moment. Oui, j'allais en venir, malheureusement, une lourde défaite face à Saint-Julien, à Denicé, 32-19, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça, oui. Ouais, je regarde sur les résultats, tableau de résultats. C'est c'est dur. Dans la tête, c'est dur aussi de commencer un championnat à domicile par un revers comme ça. Ça va être dur de les remobiliser après derrière. Hein. Ouais, après, c'est un petit peu dommage parce que j'ai eu l'occasion de les voir un petit peu sur la préparation, là, les moins de 17 nationales. Elles ont fait un début de préparation qui était plutôt intéressant. Elles ont fait quelques matchs intéressants où ça promettait des bonnes choses. Et puis, ouais, petit à petit, on a l'impression d'avoir perdu un petit peu l'équipe qui commençait à se mettre en place il y a 2 mois. Alors, est-ce que les filles qui découvrent quasiment, pour la grande majorité, découvrent le niveau national moins de 17, est-ce qu'il y a aussi cette histoire un peu de pression, d'appréhension? C'est possible, hein. Voilà, c'est des filles qui ont 15-16 ans. Mais après, voilà, c'est un groupe plutôt homogène. Donc, avec Benjamin qui est aux manettes avec Sylvain le président. Donc voilà, il y a quand même un encadrement de qualité. Je pense qu'elles ont les moyens petit à petit de montrer ce qu'elles savent faire. Et pour terminer, William, la question, la saison rêvée pour Lens, la montée de l'équipe masculine en National 3, tu y crois? Et la vôtre en National 2, on peut espérer tout ça? Objectivement? Écoute, pour les garçons, Soufiane sera mieux placé. Et puis, je crois qu'il y a quelques joueurs là aussi qui seront mieux placés. C'est pour ça que je pose la question. Voilà. Et non, après, ouais, sur les filles, oui, forcément, faut être ambitieux. Maintenant, déjà, voilà, comme on disait, la saison se déroule en 2 phases. Déjà, aller accrocher cette poule accession. Et puis forcément, une fois dans cette poule accession, je pense que tout sera possible. Donc, on va pas aller trop vite en besogne. Comme je disais tout à l'heure, on va tâcher de prendre les matchs les uns après les autres avec l'objectif d'en gagner le maximum, d'engranger les points. Et puis oui, après, comme tu dis, la saison rêvée, je crois qu'il y a eu double montée en 2019. Forcément, je pense que le club aimerait bien revivre ce genre de moment. Ouais. Alors, effectivement, le bel sand, le sacré tournoi de hand sur le sable va peut-être revenir en 2021, on l'espère en tout cas. C'est un moment qui est toujours sympa. Et dans cette poule d'accession, si jamais vous arrivez à y parvenir, ce sont les 2 premières équipes qui accèdent au niveau supérieur ou c'est que la première? C'est les 2 premières, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est les 2 premières. Bon, mais écoute, on va croiser les doigts en tout cas pour que ça fonctionne. Merci en tout cas, William, d'avoir été présent sur l'émission. Merci à vous tous d'ailleurs d'avoir suivi et puis d'avoir réagi. Et puis, de toute façon, la vidéo sera retrouvée sur YouTube. Pour celles et ceux du club qui n'ont pas pu assister à l'émission, n'hésitez pas à la partager, à partager le média aussi qui prend de l'ampleur et ça nous fait chaud au cœur, un peu plus de 700 abonnés. Donc merci à vous tous.
Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Merci, À bonne bientôt. soirée. Salut William.